premier tour de la présidentielle, le climat est, on va dire, volatile. Alors le FN peut-il en tirer profit alors qu'il est lui-même dans le collimateur des juges? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Marine Le Pen, la présidente du Front National, est candidate à l'élection présidentielle. Et à mes côtés, pour vous interroger, Madame Le Pen, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yael Gauze de France Info. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Pénélope Fillon a donc touché plus et a travaillé plus longtemps que ce qu'on croyait. Dernière révélation du Canard enchaîné qui sort aujourd'hui. Les deux enfants de François Fillon ont travaillé comme assistant parlementaire quand il était sénateur. François Fillon se défend, parle d'une opération de calomnie professionnelle d'une très grande ampleur, sans précédent sous la Ve République. Est-ce que pour vous, le candidat Fillon doit renoncer à la campagne présidentielle? Alors d'abord, il y a plusieurs affaires Fillon en réalité, dont on suit les événements jour après jour. Mais la réalité, c'est que la candidature de François Fillon était en réalité déjà très fragile. Était, ça veut dire qu'elle est. Vous dites était. Non, était, parce qu'aujourd'hui, elle est extrêmement fragile. Mais elle était déjà très fragile avant l'intégralité de ces révélations à cause de son projet. Parce que son projet est un projet d'une très grande dureté, d'une très grande brutalité, qui est, je le crois, rejeté massivement par les Français. Fondé sur une politique d'austérité dont même l'Union européenne n'aurait peut-être pas rêvé, avec des suppressions de postes massives, une augmentation de la TVA, une suppression de la sécurité sociale. On va parler de son projet. Vous ne voulez pas qu'on parle de politique? Si. Mais l'actualité. C'est un complot, comme il le dit? Non, pas du tout. Ce qui lui arrive, c'est qu'il a été second pendant toute son existence. Il s'est toujours caché derrière quelqu'un. Et il s'avère que, probablement, on découvre aujourd'hui qu'il était caché pour, en réalité, faire des choses qui, peut-être, n'étaient pas très clean. Ça le disqualifie pour la présidentielle? Préciser les choses, je les ai précisées déjà. Non, il faisait des choses non, mais je les ai précisées déjà. Peut-être pas très clean, ça de veut dire manière quoi? très claire, si vous voulez. Moi j'ai toujours pensé que c'était pas ni l'enquête ni la justice qui posait un problème à François Fillon. C'est sa relation de confiance avec les Français. Il s'est présenté en fondant sa candidature sur je suis le chevalier blanc, et en réalité au fur et à mesure, on s'aperçoit que manifestement il a utilisé un certain nombre de manœuvres pour s'enrichir personnellement, en tout cas enrichir personnellement sa famille. Bon, il y a une relation de confiance qui à mon avis est rompue. Après c'est à lui de tirer les conséquences, ou à sa famille politique, c'est pas à moi de tirer à sa place, vous feriez quoi? C'est pas à moi à sa place. Mais je serai jamais à sa place. Non, mais vous feriez quoi? Non, mais je serai jamais à sa place, donc je vais pas vous répondre. Qui se dessine, vous pensez que c'est l'évidence ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de cadres UMP, d'élus UMP, qui considèrent que cette séquence va peut-être ne pas se terminer d'ailleurs, qu'elle va peut-être continuer, puisque, vous savez, il refuse de donner la liste de ses clients de sa société de conseil qu'il a créée quelques jours avant son élection. S'il l'avait créé quelques jours après, il n'aurait pas pu donner des conférences rémunérées. Il ne veut pas donner sa liste de conseils. Donc évidemment, on imagine qu'il y a dans ses clients des gens qui le dérangent. Et ça, c'est le nouvel épisode à venir, selon vous, les clients? Oui, je pense, parce que plus il refuse de les donner, et plus évidemment l'attention est attirée sur pourquoi se refuse-t-il à donner cette liste de clients. Certains affirment qu'il aurait des clients russes. Ça vous choquerait que ce soit le cas? Non, mais le problème, c'est qu'il est candidat à la présidentielle. S'il a touché de l'argent à titre personnel, s'il s'est enrichi en faisant des conférences, et qu'un certain nombre de pays sont intervenus, on peut se poser la question de savoir quel est le lien de dépendance qu'il a avec ces pays. Et si ses clients sont uniquement... Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est le Qatar? On peut l'imaginer d'ailleurs. Si ses clients sont uniquement français, ça pose plus de problème. Ça dépend. Si c'est AXA, on peut se demander si ça n'est pas à la demande d'AXA qu'il a mis en œuvre un projet qui est un projet de destruction de la sécurité sociale au bénéfice des assurances privées. En clair, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une suspicion sur le candidat Fillon, dans tous les domaines. Écoutez, je serais bien la seule en France à ne pas le penser. Dans tous les domaines, vous voulez nous dire. Aussi bien sur... Mais c'est lui qui crée cette suspicion, encore une fois. En fait, à la fois de collaborateurs parlementaires, de sa femme, de ses enfants, et de lui-même, ses activités professionnelles. C'est lui qui crée cette suspicion. Le plus simple, c'est qu'il réponde à cette question très simple. Quels sont les clients qui ont versé l'équivalent de 18 000 euros par mois pendant 2 ans à François Fillon? Vous pensez que c'est lui que vous affronterez éventuellement dans un éventuel deuxième tour de la présidentielle? Non, moi j'ai toujours pensé que ce serait Emmanuel Macron. Pourquoi? Si tant est que le jeu de massacre s'arrête, parce qu'on a l'impression que les candidats d'hier sont peut-être pas
les candidats de demain. Mais pourquoi Macron? Mais parce que je pense qu'il est vraiment le symbole du mondialisme décomplexé. Alors on va parler. C'est-à-dire qu'il concentre l'intégralité d'un projet mondialiste d'effacement de la nation, de transmission entre les mains de l'économique et du financier de l'ensemble des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il est l'exact miroir inverse du projet que moi je défends, qui est un projet de patriotisme économique, qui est un projet qui consiste à rendre la parole au peuple, à rendre leur argent aux Français. Voilà, donc il y a là deux projets qui sont tellement radicalement différents que je pense qu'assez logiquement, ils pourraient se retrouver dans un second tour de présidentielle. On parlera d'Emmanuel Macron tout à l'heure. On vous a posé une question. Est-ce que à droite, chez les Républicains, il y a un plan B comme Baroin, un plan B? Je suis pas à droite, moi. Par ailleurs, un plan B comme Bertrand parce qu'il vous a battu justement dans les Hauts-de-France. Vous voyez. Non, mais pour rien. Et alors, Vous vous avez battu, c'est pas drôle pour Oui, vous. non, mais c'est d'accord. est-ce que ce climat d'affaires, ça favorise, ça alimente le tous pourri, qui vous a profité beaucoup, le tous pourri? Ah, c'est pour ça qu'en fait, c'est nous qui nous faisons tartiner de bouche de vache depuis 3 jours, alors que c'est François Fillon qui est mis en cause et à qui on demande des réponses. Attendez, vous êtes mis en cause dans l'histoire du Parlement européen. Vous aviez jusqu'à hier soir pour rembourser près de 340 000 euros. Vous vous battez, vous dites c'est faux, mais le Parlement européen va prélever Le Parlement européen n'est pas une instance judiciaire, me semble-t-il. Non, mais D'accord. Donc le Parlement Il a européen... décidé de ponctionner sur vos salaires. Sur vos salaires. Oui, c'est d'ailleurs un scandale tout à fait absolu. C'est-à-dire qu'il applique une décision arbitraire, unilatérale, en niant l'intégralité de ce qui fait notre État de droit. Donc il y a dans cette affaire du conflit d'intérêts, il y a aucun respect des droits de la défense, il n'y a pas de procédure contradictoire, il n'y a pas de jugement de la part d'un tribunal que je suis obligé, moi, de saisir pour me défendre de l'action du Parlement européen. La réalité, Donc c'est vous avez quoi déposé, La réalité, c'est que cette affaire, une plainte. bien sûr, la réalité, c'est que cette affaire, elle est ancienne. Elle a 2 ans. Elle a été déclenchée quelques jours avant l'élection départementale. Tiens, comme par hasard, par M. Schulz, qui est un adversaire politique. La réalité, c'est que le Parlement européen ne supporte pas notre existence. Il ne supporte pas que nous, députés, avec nos assistants, nous luttions contre l'Union européenne pour défendre les Français. Le fond du sujet, c'est pas Madame Le Pen, le fond du sujet, c'est pas là. C'est quoi le fond du sujet? Le fait que vos assistants parlementaires aient travaillé pour le Front National et pas pour le Parlement européen. Il y a un règlement au Parlement européen. Mais madame, madame, moi je conteste cela de la manière la plus formelle. Comment Moi je suis présidente du Front National, mais je suis présidente de groupe au Parlement européen, je suis députée européen. Au moment où 80% des lois qui sont votées dans cette belle maison sont en réalité la transcription de directives européennes, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment et vous et moi pouvons faire la différence entre l'échelon national et l'échelon européen? À l'échelon national, je m'oppose de toutes mes forces à l'Union européenne. Moi, mes assistants, qui sont des militants politiques, parce que nous faisons de la politique. Il y a un règlement Parlement européen, il faut que les assistants parlementaires puissent prouver qu'ils logent à Bruxelles. Mais tout ça a été prouvé, monsieur. Tout cela a été prouvé. Pas de facture d'eau, pas de facture d'électricité. Mais monsieur, sa fille scolarisée à Garches. Mais c'est absolument incroyable. Donc vous décidez, vous... Non, je décide pas, je suis le règlement du Parlement européen. On vous a donné un petit bout d'une audition que même moi, je n'ai pas réussi à obtenir parce qu'on me refuse de l'avoir. C'est Nouvel Observateur qui... On nous refuse, l'OLAF refuse de donner le rapport. Nous sommes condamnés sur la base d'un rapport dont nous n'avons pas connaissance, ce qui est une violation totale des principes contradictoires. Et aujourd'hui, vous décidez, vous, qu'elle n'était pas assez à Bruxelles, comme l'OLAF. C'est quoi pas assez ? C'est quoi pas assez? Parce qu'elle a tout démontré. Elle a démontré qu'elle était logée chez un autre assistant parlementaire. Elle a démontré qu'elle badgeait. Elle a démontré qu'elle s'est enregistrée auprès du fisc. Elle a démontré l'intégralité de cela. Mais encore une fois, ce combat-là qui est mené contre nous par le Parlement européen est un combat politique et nous attendons avec impatience de pouvoir avoir un tribunal qui s'en saisisse. Quand on vous entend parler, on se dit, Madame Le Pen, elle utilise la même défense que François Fillon. Non mais écoutez, pardon, excusez-moi, mais moi, les salaires de Madame Griset, c'est Madame Griset qui les a touchés pour un travail réel. Et il n'y a pas un journaliste qui peut dire l'inverse, je vais vous dire. Parce que tous les journalistes de France et de Navarre connaissent Catherine Griset. C'est d'ailleurs dommage qu'ils ne le disent pas. Ça permettrait de faire avancer le débat. Tout le monde sait qu'elle est mon assistante depuis 25 ans.
Je l'ai embauchée, elle avait 20 ans, vous voyez. Ça fait 25 ans, elle m'a suivi absolument Bruxelles, c'est autre partout. Mais elle était aussi à Bruxelles. Et elle était en France quand je décidais qu'elle était en France. Parce que c'est moi qui décide où le combat pour les Français doit être mené, comment il doit être mené. Ça n'est pas à l'Union européenne que je combats de décider à ma place de quelle manière je dois combattre l'Union européenne pour défendre mes compatriotes. C'est quand même un peu insensé, vous admettrez. Plus globalement, est-ce que vous parliez tout à l'heure de jeu de massacre, vous disiez où est-ce que va s'arrêter le jeu de massacre? Est-ce que vous ne craignez pas justement, avec toutes ces affaires qui sortent au même moment, que les Français fassent l'amalgame et que donc vous soyez vous-même c'est-à-dire que une des personnes qui soit la victime du jeu de massacre? La presse essaye de les aider un peu, car encore une fois, ils font un amalgame entre des situations qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Ceux qui sont tous installés depuis très longtemps se font éliminer les uns après les autres. Pourquoi ce ne serait pas vous aussi? Mais parce que, Monsieur Dumoulin, moi je suis combattu tous les jours que Dieu fait, de tous les mois que Dieu fait, de toutes les années que Dieu fait, depuis que je suis en politique, et particulièrement, il faut bien le dire, depuis que le Front National est devenu le premier parti de France. Depuis ce jour-là, c'est-à-dire les élections européennes, nous avons vu se déchaîner sur nous dans tous les domaines et quel que soit le sujet, des attaques concentrées auxquelles nous faisons face vaillamment. Nous ne nous soumettrons pas, nous nous battrons. Et je crois que les Français, voyez-vous, ne sont pas dupes de cette situation. Il y a des officines qui sont derrière tout ça? Il n'y a pas des officines, il y a des politiques. Il y a M. Schulz avec M. Valls et Mme Taubira qui ont lancé cette affaire. Voilà, il y a des politiques qui nous combattent. Le problème, si vous voulez, sérieusement, allons un petit peu au fond, parce qu'on a un petit peu le temps, c'est que le Parlement européen, c'est pas une administration, c'est une institution politique. Le secrétaire général de l'administration, M. Velleux, contre qui j'ai déposé une plainte pénale, c'est l'ancien secrétaire général du groupe du PPE, du groupe de droite au Parlement européen. C'est l'ancien porte-parole de Mme Merkel. Donc nous sommes jugés par nos adversaires politiques sans pouvoir nous défendre, sans pouvoir saisir... Encore une fois d'un règlement que les parlementaires européens dont ils déterminent, madame, dont nos adversaires politiques déterminent que nous l'avons violé sans apporter la moindre preuve. C'est quand même un peu problématique, vous ne croyez pas? Je ne sais pas. Très calmement, factuellement, pouvez-vous nous dire où vous en êtes sur d'autres enquêtes judiciaires en cours qui concernent le Front National, le financement de la campagne 2012, la société Riwal, le micro-parti Jeanne. Pas d'inquiétude là-dessus non plus? Je n'ai aucune inquiétude, monsieur. Aucune. Le modèle de financement que nous avons mis en œuvre, que nous avons utilisé 4 fois, a été 4 fois soumis à le contrôle du financement de la commission des comptes de campagne. Voilà, 4 fois. Enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Oui, vous savez, ça c'est des... Pardon, mais excusez-moi, mais... Non, mais vous n'allez pas quand même me demander... Non, mais vous savez qu'en droit pénal français... il y a le principe, on peut toujours le bazarder, puisqu'on est en train de tout bazarder, mais il y a quand même le principe de la responsabilité personnelle. Moi, je suis désolé, je n'ai absolument rien à voir avec les affaires de mon père. D'ailleurs, que vous indiquez comme ça toute cette série de... parce qu'on se rend compte... pour que tout le monde puisse suivre où ça en est. Non, mais vous voyez, on se rend compte quand même qu'on a fait l'objet, et vraiment, la date est très étonnante, hein, vraiment, du jour où le Front National est devenu le premier parti de France aux européennes, à partir de là, le ciel nous est tombé sur la tête, en quelque sorte. Bon, on y fait face. Je veux vous dire, on a l'habitude, honnêtement, au Front National, d'être ainsi traqués, harcelés, voilà. Ils n'auront pas notre peau, ils n'auront pas notre énergie, notre dynamisme, parce qu'encore une fois, nous battons pour les Français, pour eux. Et c'est à eux que nous avons aussi à rendre des comptes dans le combat assez efficace, il faut bien le dire, quand même, que nous menons pour les défendre. Efficace. Alors, combat, ça passe par un projet, par votre projet, des questions de Françoise Foisson. Alors, François Fillon aussi dit se battre pour un projet pour la France. Et dimanche à la Villette, il vous a cité dans les 4 gauches. Il a fait du Front National la 4e gauche. Oui. Vous reconnaissez, vous, dans cette description? Alors, il cite la sortie de l'euro, la retraite à 60 ans, l'augmentation du salaire minimum, le recrutement illimité des fonctionnaires. Bref, pour François Fillon, vous êtes un personnage de gauche. Oui, enfin, en même temps, compte tenu du programme ultra-libéral de M. Fillon, même Gattaz est à gauche, quoi. Vous voyez, donc franchement, je pense que c'est un propos qui est assez folklorique, assez dérisoire. Je ne sais même pas s'il faut y répondre.
Monsieur Fillon cherche par tous les moyens à essayer de sortir de la séquence actuelle, y compris en sortant des énormités. Moi, j'ai toujours dit, je me sens ni de droite ni de gauche. Vous êtes à la gauche de Gattaz ou à la droite de Gattaz? Moi, je me sens ni de droite ni de gauche, je me sens de France. Le centre de mon intérêt, c'est l'intérêt de la France et des Français. Donc samedi et dimanche, vous allez présenter à Lyon, vous avez dit 144 engagements. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Est-ce que notamment la sortie de l'euro, la fin de l'euro, est-ce que ça figurera noir sur blanc dans ces engagements? Oui, j'ai une certaine persévérance, il faut bien le dire. Et encore une fois, je considère que 4 souverainetés doivent être rendues aux Français. Les Français doivent maîtriser leurs frontières, parce que c'est leur chez eux, la France, et que n'importe qui ne peut pas y venir sans leur demander leur avis. C'est la souveraineté territoriale. Ils doivent être respectés dans le caractère souverain. Dans leur caractère souverain, c'est-à-dire que c'est eux qui décident, donc les lois françaises doivent avoir une valeur supérieure aux directives européennes, c'est la souveraineté législative. Ils doivent pouvoir décider de la manière, du modèle économique qu'ils veulent se voir appliquer, c'est-à-dire le patriotisme économique, le protectionnisme si c'est nécessaire. C'est la souveraineté économique. Et puis, ils doivent avoir une monnaie, parce qu'il n'y a pas d'État libre et indépendant sans monnaie. Deux monnaies, madame. Soyez plus précis. Une coexistence de deux monnaies. La monnaie nationale. Non, monsieur. Vous allez embrouiller les Français si vous leur dites ça. La réalité, c'est que la monnaie commune, qui est l'équivalent de l'ancienne écu, ne concerne pas les Français. Il ne concerne pas les particuliers. Il concerne les États et les grandes entreprises qui peuvent l'utiliser comme unité de compte. Donc c'est quelque chose d'assez technique, mais ça concerne absolument pas les Français. Les Français, eux, ils auront une monnaie. Ce sera la leur. Ce sera une monnaie nationale. Alors ces 4 souverainetés, encore une fois, soit l'Union européenne nous les rend parce qu'elle nous les a volées avec la complicité de nos dirigeants, soit, eh bien, je dirais aux Français, compte tenu de la situation, il faut sortir de l'Union européenne. Pour les Français, ça ne sera que le franc. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui. Il faut sortir de l'Union européenne pour une raison simple d'ailleurs. C'est qu'en réalité, je ne peux pas, moi, appliquer, je leur dis de la manière la plus franche qui soit, je ne peux pas appliquer le programme que je veux mettre en œuvre dans la prison de l'Union européenne. Car tout ce que je veux faire est interdit par l'Union européenne. Limiter l'immigration, c'est interdit par l'Union européenne. Arrêter le regroupement familial, c'est interdit par l'Union européenne. Faire du patriotisme économique, c'est interdit par l'Union européenne. Mettre en place du protectionnisme pour éviter que Whirlpool parte en Pologne et mette sur le carreau 300 salariés, c'est interdit par l'Union européenne. Donc tout est interdit par l'Union européenne. Tout ce qui fait que tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour défendre les Français face aux maux très graves qui s'abattent sur eux aujourd'hui est interdit par l'Union européenne. Concrètement, vous dites bras de fer pendant combien de temps? C'est quoi le délai? 6 mois. C'est 6 mois? Oui. Et si au bout de 6 mois, on n'a pas de satisfaction, appel au référendum? Non, de toute façon, il y aura un référendum. De toute façon, il y a un référendum. J'arrive, j'inscris un référendum 6 mois plus tard. Quelle question? Est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on reste dans l'Union européenne? Quels que soient les sujets, quelle que soit la discussion que vous avez engagée, l'issue de la discussion. Mais quel que soit, c'est à l'issue de la discussion que je me tournerai vers les Français en leur disant voilà, j'ai obtenu. Donc on peut rester dans cette nouvelle Union européenne en fait qui ressemblera plus du tout à l'ancienne. Soit j'ai échoué dans cette négociation et par conséquent il n'y a pas d'autre moyen que d'en sortir. Le référendum est un moyen de pression pour vos partenaires européens. Mais aussi, oui, bien sûr, il faut qu'ils comprennent que la volonté du peuple est supérieure à leurs exigences, bien sûr. Ce que vous voyez en Grande-Bretagne aujourd'hui, qui est une sorte d'incertitude, ça fait longtemps, ça fait 6 mois que c'est décidé le Brexit, rien n'est fait. On sait que ça sera un Brexit dur, mais il n'y a aucune négociation pour le moment. Ça vous affole pas? Vous ne dites pas, j'ajoute encore une incertitude? Bon, pardon madame, mais nous avons 1,1% de croissance, c'est ça? Donc c'est très loin d'ailleurs des 1,4 qui étaient prévus par le gouvernement. La Grande-Bretagne caracole à 2,2% de croissance. Vous croyez qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Le taux de chômage de la Grande-Bretagne est au plus bas depuis plus de 10 ans. Vous voyez qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Avant le Brexit. Non, pas du tout. Absolument pas. Les exportations flambent. Tous les voyants sont au vert. Jamais la Grande-Bretagne, depuis des années, s'est portée aussi bien. Pourquoi j'aurais des raisons de m'inquiéter? Au contraire, tout ceci démontre que la campagne catastrophiste qui a été menée pour infantiliser les Anglais, en réalité, n'a pas marché. Voilà, c'est aussi simple que ça. On poursuit sur votre programme. Frédéric le disait, pour votre meeting de Lyon ce week-end, 144 engagements. Il y aura quoi? Un petit livret? Ça va ressembler à quoi? Et pourquoi 144? Mitterrand, c'était 110. Pourquoi pas? François Hollande, 60. Et pourquoi pas? Mais pourquoi ce... Oui, pourquoi? Écoutez, pourquoi pas après tout, Dieu a fabriqué le monde en 144 heures. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas redresser la France en 144 engagements. Bon. D'accord. Non, 144, c'est un chiffre où vous trouverez beaucoup de références, en réalité. Dites-les les références. Non, mais vous allez chercher un peu, ça va vous amuser comme ça. Ça va remplir les articles, c'est tellement plus important, honnêtement. C'est tellement plus important que le fond politique. La retraite à 60 ans.
C'est toujours dans... Oui, tout à fait. Je Dans pense qu'il vos ait fait une objectifs. injustice. Je pense qu'il ait fait une injustice totale aux Français, en leur demandant systématiquement des sacrifices, notamment sur la durée du temps de travail, lorsque l'on sait en plus qu'à partir de 55 ans, on a quand même une chance très importante de se retrouver au chômage. Aujourd'hui, ceux qui arrivent à la retraite, il y en a 1 sur 2 qui arrive à la retraite en étant au chômage. Donc, et allonger en permanence cette durée de travail est objectivement injuste. Voilà, injuste et à mon avis inefficace. Autre chose qui... Mais 40 annuités quand même. Il faut 40. évidemment 40 annuités pour la retraite. Bien Pour sûr. la Et retraite comment pleine. vous financez tout ça? Mais je le finance en faisant d'autres choix politiques. Voilà, c'est un. Vous savez, la gestion d'un pays, c'est une économie globale. C'est comme un foyer en quelque sorte. Hein. C'est une économie globale. Vous décidez qu'il est plus important de dépenser de l'argent pour les études de vos enfants, et bien vous faites, par exemple, des économies sur votre lieu de vacances ou sur les sorties au cinéma. Voilà, c'est comme ça. Donc nous allons faire des économies. D'abord parce que des économies qui vont découler de notre politique, notamment les économies sur ce coût effroyable de l'insécurité, qui est de 115 milliards d'euros. Hein, parce que le laisser faire, laisser aller, laisser passer, c'est bien gentil, mais ça a un coût. Mais aussi sur le coût de l'Union européenne, mais aussi sur le coût de l'immigration, qui est évidemment très important. Et puis évidemment le coût de la fraude sociale, etc. Il y a toute une série d'endroits où on peut faire des économies. Sur plusieurs sujets de société, est-ce que vous avez évolué, notamment sur la peine de mort? Est-ce que vous allez toujours proposer ce référendum avec le choix entre peine de mort et perpétuité dite réelle? Alors, j'intègre dans mon projet la perpétuité réelle. Je m'engage auprès Donc, des Français plus de à mettre peine de en mort, œuvre la plus de peine de perpétuité mort. réelle, mais je créais le référendum d'initiative populaire, car je crois que les sujets de société doivent revenir et être à la maîtrise, à la main de la société. Donc, avec 500 000... Proposez pas le rétablissement de la peine de mort. Est-ce que je peux... Donc, avec 500 000 signatures, les Français pourront se saisir de n'importe quel sujet, je dis bien parce que je vais élargir le champ d'action possible du référendum, pourront se saisir de n'importe quel sujet et déclencher un référendum sur lequel, eh bien, ils auront à se prononcer. Je pense que c'est vraiment cette démocratie directe à laquelle je tiens énormément, est un de mes engagements, rendre la parole au peuple. Est-ce que vous ferez pareil pour la loi Taubira? C'est-à-dire que vous ne reviendrez pas vous-même dessus, mais vous laisserez... Moi, je créerai un Pax amélioré. Mais si les Français veulent susciter un référendum sur la mise en œuvre d'un mariage, ils le feront. Autre Mais donc question. vous le supprimez, vous? Moi, je transforme en Pax pour immédiatement répondre à la problématique de la filiation. Immédiatement, ça veut dire dans les 6 mois, pareil? On verra. Alors, Dans les 144 engagements, Vous savez, il y a 2 urgences en réalité. Hein. Il y a cette négociation avec le référendum, et puis il y a l'urgence absolue qui est la révision constitutionnelle. Voilà, le référendum sur la révision constitutionnelle. Il y a un certain nombre de choses à modifier pour pouvoir retrouver les moyens de se Qu'est-ce que vous y défendre mettez dans notre pays. On y met un certain nombre de choses. Le référendum d'initiative populaire, la priorité nationale, bien entendu, qui va permettre de donner une priorité d'accès à l'emploi, au logement social. quelle question vous pour les poseriez aux Français. Français? Pardon ? Qu'est-ce que vous proposeriez aux Français? Je leur propose une révision Non, constitutionnelle. non, priorité nationale, ça veut dire quoi précisément? La priorité nationale, c'est la possibilité de donner aux Français d'avoir un avantage dans un certain nombre d'accès, soit à des aides sociales, soit au logement social, soit à l'emploi. C'est ça la priorité nationale. Ça a existé, hein. Ça a été supprimé de la Constitution, mais ça a existé. Et il y a comme ça toute une série de sujets qui sont nécessaires pour pouvoir, encore une fois, redonner aux Français la maîtrise de leur destin. Donc 2 grands référendums dans les 6 premiers mois, c'est ce que vous avez dit. Hein, Tout à fait. Et vous avez dit aussi démocratie du contrôle sur vos 144 engagements. Les Français pourront contrôler. D'abord, comment? Mais tout simplement en rétablissant la démocratie de la proximité. Parce que la démocratie de la proximité, c'est la démocratie du contrôle. Non, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Oui. Moi, je pense que tout ce qui est intercommunalité, région, en réalité, non seulement a éloigné les Français du centre de prise de décision, mais en réalité, a constitué une opacité qui ne leur permet plus de contrôler le travail qui est fait par leurs élus. L'élu qui est le plus contrôlé, c'est le maire. Voilà, et c'est bien. Et c'est la raison pour laquelle je veux redonner beaucoup de pouvoir aux maires. Et je vais supprimer les intercommunalités, je vais supprimer les régions, pas les régions historiques, hein, pas l'existence des régions, mais la région échelon, les conseils régionaux, échelon politique, et je vais conserver les communes, les départements et la nation, et parce que je pense que cette organisation-là est une organisation qui permet la démocratie de proximité. Je vais parallèlement d'ailleurs profiter de cette suppression pour donner un véritable statut
aux maires. Car je crois Statut, c'est-à-dire avec un des moyens statut, financiers. oui, avec des moyens un salaire. financiers, oui, un salaire. Je vais leur permettre d'être totalement à la disposition de leurs administrés, parce que la réalité, c'est que c'est un mandat extrêmement difficile, où ils ont beaucoup de responsabilités et où ils ont des indemnités qui sont tout à fait dérisoires par rapport au travail qu'ils font. Il faut donc leur donner un vrai statut, leur donner un vrai revenu, et la suppression des conseils régionaux et des intercommunalités et accessoirement de l'argent très important que nous versons à l'Union européenne, évidemment, le permettra très largement. L'ISF, vous Non, maintenez je ne touche ou pas à vous l'ISF. supprimez Moi, non. Vous le maintenez. Et Oui. j'ai besoin d'une précision sur le référendum direct. Si des citoyens proposent le rétablissement de la peine de mort, c'est un sujet sur lequel le référendum direct, d'appel direct, joue. Oui, bien sûr. Il faudra, Est-ce qu'il y a même un si nombre, c'est il y a un constitutionnel, nombre minimum de citoyens qui doivent faire cette demande ou pas 500 000. 500 000, d'accord. 500 000. Et vous l'inscrivez. Je pense que c'est raisonnable. L'Italie, c'est 400 000. Il me semble que 500 000, c'est C'est raisonnable. proche de Hamon finalement avec son 49,3 citoyens. C'était 400 000 lui. Je ne sais pas, parce que nous défendons le référendum d'initiative populaire depuis des années, mais je note que nous sommes quand même la source d'inspiration de beaucoup de candidats à la présidentielle. Mais le revenu universel... faut quand même l'admettre, qu'il y a des gens qui étaient extrêmement éloignés de toutes ces propositions et qui, plus l'élection approche, plus ils se rapprochent de nos positions, de nos propositions, viennent y puiser, souvent d'ailleurs, évidemment, enfin, souvent, toujours, sans conserver la cohérence générale du projet. 500 000, c'est quand même très bas. Ça vous entrave complètement dans le... Non mais 500 000, ça permet le déclenchement du référendum. Oui. Ah oui, d'accord, mais après, ce sont tous les Français qui votent. Le revenu universel, c'est une bonne idée ou pas de Benoît Hamon? Mais non, c'est pas une bonne idée. Pas une D'abord, bonne c'est, idée. enfin, est-ce qu'il y a une bonne idée qui est inapplicable? Non, à partir du moment où c'est inapplicable, c'est pas Alors- une bonne idée. Et en plus, si vous voulez, je pense que c'est une forme de négation de la valeur travail et un peu un constat d'échec. C'est l'idée de dire on n'arrivera plus à créer du travail en France et donc on va transformer tout le monde en pauvres à qui on va donner des moyens de subsistance qui sont d'ailleurs très limités, parce que vivre avec 700 € par mois, je pense pas que ce soit le rêve en l'occurrence des Français. L'environnement... Moi, je préfère la défiscalisation des heures supplémentaires. J'ai dit, j'ai pas fait beaucoup de compliments à Nicolas Sarkozy, mais je pense qu'effectivement, la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est vraiment un signal lancé de soutien à la valeur travail et qui permettait à beaucoup de salariés de pouvoir améliorer grandement leur ordinaire. Alors Mais il n'y aura pas que ça pour améliorer leur ordinaire. Hein, vous savez, hein. Car je vais créer, car je crée une prime de pouvoir d'achat. Une prime de pouvoir d'achat pour tous les Ça veut dire quoi, ça, salariés. prime de pouvoir Je vous d'achat dis, c'est un chèque. C'est un chèque de pouvoir d'achat qu'ils Mais- recevront tous les mois. Les salariés En de fonction moins. de quoi Oui, mais laissez-moi. Allez-y. Ah, oui, Bon, les salariés et les retraités qui touchent moins de 1 500 € se verront distribuer les bénéfices d'une contribution sociale à l'importation de 3%. Moi, nous évaluons à 15 milliards cette contribution sociale à l'importation. Eh bien, elle sera redistribuée directement aux salaires et aux revenus Donc, pour un modestes et aux retraites, pour un salarié qui est de modestes. 1500 €, ça fait combien? Ça fait à peu près 80 € par mois. 80 € par mois. En fait, Alors, vous renchérissez le coût des importations et après vous donnez un chèque pour pas que ça se voit, c'est ça? Non, madame, parce que 3%, c'est dérisoire. Hein. Ça ne se sentira absolument pas passer. Et je considère, encore une fois, qu'il est assez normal, compte tenu de l'influence qu'ont eu les délocalisations, la désindustrialisation et la concurrence dont nous sommes victimes de la part des produits importés, que cette contribution sociale à l'importation bénéficie précisément à ceux qui ont vu leur salaire bloqué à cause de cette politique qui a été alors on menée. poursuit. Parmi les préoccupations des Français, il y a aussi l'environnement. Marine Gaël Le Gauze. Pen, écologiste, est-ce que c'est nouveau, pas nouveau? Vous avez dit dans une conférence de presse la semaine dernière, l'activité humaine contribue dans des proportions que je ne suis pas capable de mesurer au phénomène du réchauffement climatique. Oui. Vous n'êtes pas une climato-sceptique, Marine Le Pen. Non, je ne suis pas climato-sceptique du tout. Je dis que le modèle économique qui a été mis en œuvre est un modèle destructeur de la planète. Le modèle qui consiste à aller fabriquer les produits le plus loin possible, avec les gens les plus pauvres possibles, pour les réimporter Vous êtes écologiste, dans vous nos diriez pays. ça? Ah oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Donc vous êtes complètement anti-Trump là-dessus. Non, mais si nous avons des divergences avec Trump, On parlera ça de peut Trump arriver. tout à l'heure. Bien sûr. L'organigramme. Moi, je pense, voilà, non seulement ça, mais l'écologie, c'est pas seulement ce modèle économique que je combats de toutes mes forces, parce que je pense que l'économie de la proximité, on parlait de la démocratie de la proximité, l'économie de la proximité, c'est le modèle le plus écologique qui soit. Mais il y a aussi autre chose, c'est que toutes ces importations sur lesquelles nous avons aucun moyen de contrôle, dans lequel où on livre les Français à une alimentation venant de pays qui ne respectent aucune
énormes et qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur leur santé, eh bien ça c'est un vrai grand sujet du 21e siècle qui évidemment n'est traité par personne et pour une raison simple, c'est que ça nécessite une forme de protectionnisme et de contrôle, ça nécessite une forme de patriotisme économique et le retour à cette alimentation fabriquée par nos agriculteurs français avec leur savoir-faire, avec leurs compétences, avec la sûreté qui est liée aux méthodes d'élevage et d'agriculture. Ça évidemment, ça dérange les mondialistes. On poursuit sur la campagne présidentielle. Françoise Fressoz. Pour le moment, elle ressemble assez à un baltrap où on élimine les sortants, ceux qu'ils ont trop vus. Est-ce que vous ne pourriez pas être aussi victime de ce phénomène? Oh, je sais que vous aimeriez bien, probablement, mais non, je ne crois pas. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste très sincèrement. En réalité, la primaire, c'est un peloton d'exécution. Bien fait, pour ceux qui ont voulu à tout prix ressembler aux Américains. C'est pour ça qu'il n'y a pas de primaire au Front National. C'est un peloton d'exécution. Que ce soit à droite ou au Parti Socialiste, ils ont fusillé l'intégralité de leurs cadres dirigeants. C'est assez étonnant de voir cela. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est si vrai qu'aujourd'hui, si Fillon décidait, ce que je ne souhaite pas, je pense que Fillon, avec le programme qui est le sien, est très caricatural de l'UMP, et donc je ne souhaite pas qu'il soit remplacé. Mais s'il était remplacé, la question se pose, mais qui ? Vous vous rendez compte qu'ils en sont allés chercher le pauvre Xavier Bertrand sur lequel personne n'aurait parié. Qui vous a battu quand même. Non, mais sur lequel personne n'aurait parié, enfin, avec un petit peu l'aide des socialistes et des communistes quand même, non ? Et des Verts. Oui, d'accord, bon. Sur lequel personne ne parierait un centime. Donc ils ont décapité l'intégralité de leur direction politique. Et c'est aussi un peu vrai, il faut bien le dire, à gauche. En fait, parmi les anciens, il ne reste plus que Mélenchon et vous. C'est quoi les anciens? C'est ceux qui ont été candidats une fois? Ceux qui sont dans le paysage politique depuis longtemps, madame. Écoutez, moi je suis dans le paysage politique, j'ai pris la tête du Front National en 2011. Pardon, mais enfin, je n'ai pas l'impression non plus d'être un dinosaure. À quoi a servi votre période de relative diète médiatique? Vous êtes mis en retrait un certain temps. À quoi ça a servi cette période? Ça a servi à faire tout ce que nous faisons aujourd'hui, à travailler ce projet, à rencontrer des centaines de personnes, des Français, des chefs d'entreprise, des infirmières, des fonctionnaires, des gardiens de prison, pour construire le projet que nous avons construit et que nous présenterons donc à Lyon. Ça a permis de me mettre aussi dans la peau de la future présidente de la République française, de quitter mon costume de présidente du Front National pour endosser le costume de candidate à la présidentielle, qui sont deux exercices. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Quand on est président de parti, par définition, on a une vision militante, si vous voulez. Et quand on est candidat à la présidentielle, on a vocation à rassembler une majorité présidentielle, c'est-à-dire au-delà du mouvement politique. Il faut donc prendre de la distance avec son mouvement politique pour être capable d'accueillir ceux qui me rejoindront avant le premier tour, entre les deux tours, après le deuxième tour. Vous vous sentez libre aujourd'hui par rapport au Front National? Totalement. Je suis totalement libre. Ce projet présidentiel est mon projet. Ça n'est pas le projet du Front National, qui pourrait d'ailleurs avoir, sur un certain nombre de sujets, un avis différent. La phrase de Jospin, mon projet n'est pas socialiste. Non, mais ça n'a rien à voir. Mon projet est patriote. Ouais. Mon projet est patriote, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est le mien. Voilà, c'est celui qui est en adéquation totale avec mes convictions profondes. Mais encore une fois, vont arriver, et vous les verrez, vont arriver dans cette campagne des gens qui ne sont pas du Front National, qui ne viennent pas du Front National. Qui Mais des gens viendront, mais des gens sont déjà venus de l'UMP, du PS, du PC, des Verts, du Modem. Des gens viennent parce qu'ils voient dans ma candidature le rassemblement de l'ensemble des patriotes français, au-delà des étiquettes. On poursuit. Frédéric Dumoulin. Vous disiez justement aux Européennes, vous avez été le premier parti, de fait, vous êtes arrivé en tête, largement en tête. Est-ce que malgré tout, à chaque élection à 2 tours, il y a toujours ce plafond de verre du deuxième tour qui fait que vous n'arrivez jamais à gagner? On l'a vu au régional. Vous étiez en tête, vous deviez gagner théoriquement dans 2 ou 3 régions. Vous n'avez pas réussi. Non mais, donc là, qu'est-ce qui fait que vous Monsieur Dumoulin, est-ce qu'on pourrait quand même rappeler que au régional, la règle du jeu était juste changée entre les 2 tours? Il y a eu alliance de la gauche. Non mais c'est pas tout à fait anodin. Non, face à M. Macron ou à M. Fillon, ce sera pareil. Non, parce qu'une élection, elle est aussi marquée par le mode de scrutin qui est le sien. Quand on change les règles du jeu entre les 2 tours et qu'une proportionnelle à 2 tours
qui aurait dû nous voir gagner, car si les socialistes étaient maintenus, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils se sont retirés, si les socialistes étaient maintenus, nous aurions gagné. Donc ils ont majoritaire à 2 tours. Ils ont manœuvré avec l'UMP et au bénéfice de l'UMP pour empêcher c'est pire pour la présidentielle. Non, parce que ce ne sont pas les mêmes élections. Moi, je pense que je vais gagner cette élection présidentielle parce que la grande vision que je porte est partagée par une majorité de Français. Et même, j'ai envie de dire, est partagée aujourd'hui par une majorité de peuples européens. Et peut-être même par une majorité de pays, tout simplement dans le monde. Et j'en veux pour preuve que le Brexit et l'élection de Donald Trump sont fondés sur les grands principes que je défends depuis des années. Enfin, je veux dire, on peut quand même pas me retirer ça. On peut essayer, hein, mais on aura quand même un petit peu de mal à me retirer ça. Vous avez dit, ils appliquent mes idées. Vous considérez avoir été l'inspirateur de ces 2 dirigeants élus? Excusez-moi, mais c'est pas faire... Excusez-moi, mais c'est pas faire injure à Donald Trump que d'indiquer que lorsqu'il était encore animateur de télévision et grand patron immobilier, j'étais déjà en train de plaider avec toute l'énergie qu'on me connaît pour le patriotisme économique, pour la maîtrise des frontières, pour l'arrêt de l'immigration, Il vous suivait à l'époque? Non, c'est pas le problème. Je ne dis pas que c'est moi qui l'ai inspiré. Vous savez, je vais vous dire... acter que je suis différente des autres responsables politiques. Je n'ai pas de montgolfière, je n'ai pas un ego démesuré. Ce que je pense, c'est qu'il y a des grands mouvements mondiaux, qu'aujourd'hui on est à la fin d'un modèle qui est le modèle ultralibéral et mondialiste, qui a d'ailleurs été imposé par les pays anglo-saxons, les États-Unis et la Grande-Bretagne, imposés parfois d'ailleurs de force. L'Union européenne ayant voulu être la meilleure élève de la classe pour faire plaisir aux États-Unis. Et qu'aujourd'hui, ce monde-là est terminé. Nous entrons dans une nouvelle ère. L'ère, encore une fois, du patriotisme, du retour aux nations et du retour au peuple. Je ne peux que m'en féliciter. Encore une fois, je plaide pour cela depuis des années. On vous a entendu parler tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Vous dites c'est sans doute face à lui que je serai. On a l'impression que vous avez envie d'être face à lui au second tour. Est-ce que c'est parce que pour vous, c'est le plus grand danger, Emmanuel Macron? Ah ben non, pas du tout. C'est parce que c'est le plus caricatural. C'est le plus caricatural. Voilà. Plus caricatural que Benoît Hamon? Ah oui. Ah mais il n'y a même pas commune mesure. Il est caricatural non seulement du système, mais également du mondialisme. Il est immigrationniste, il est pour une politique d'austérité, il est pour une politique du marche ou crève, qui fait la joie des grandes puissances financières et économiques dans le monde. Il est totalement entre leurs mains d'ailleurs, et par conséquent, véritablement, on est dans un choix de tous D'ailleurs, vous voyez, tous les vieux tromblons du mondialisme sont venus se précipiter pour le soutenir. Monsieur Berger, Monsieur Minc, Monsieur Attali, Monsieur Bébéard, et puis je pense que la liste va s'allonger. Il est soutenu d'une manière massive par des gens à qui il a fait des fleurs lorsqu'il était ministre, donc on sent bien le renvoi d'ascenseur de manière très claire, et je pense évidemment à M. Drahi, le patron d'un groupe de presse très important. Vous dites en gros c'est un homme sous influence. Ah oui, ah mais complètement. Pourquoi M. Drahi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il fait M. Drahi? Ah mais M. Drahi, pour ceux qui nous écoutent, est le patron, dans des conditions dont on pourrait discuter d'ailleurs, de Libération, l'Express, l'Étudiant, BFM, RMC. Le soutien à Emmanuel Macron sur ces médias est... presque fait sourire, tellement il est grossier. Pas dans la théorie du complot, bah tiens, quand ça vous arrange la théorie du complot, on l'utilise, mais quand ça vous arrange pas, on la combat. Voilà. Mais il n'y a pas de théorie du complot, madame, il y a un fait qui est clair. C'est que M. Montebourg s'est opposé au rachat de SFR par M. Drahi, que M. Macron, lorsqu'il a remplacé M. Montebourg, quelques jours plus tard, M. Drahi avait l'autorisation de racheter SFR. Voilà. Donc Monsieur Macron est le candidat, il n'est pas indépendant, il est le candidat des grandes puissances financières, il est le candidat des mondialistes, il est le candidat de la finance internationale, évidemment. Il vient vous affronter dans la capitale des Gaules, à Lyon. Évidemment. Et donc, moi, je suis la candidate de la défense du peuple. Donc, encore une fois, le choix pour les Français sera tout à fait clair. Vous ne lui faites pas peur, il vient à Lyon, vous défiez ce week-end. Oui, non, mais voilà. Non, mais je suis très. Non, mais écoutez, mais moi je suis. Lyon, ce week-end. Mais écoutez, mes adversaires politiques me mettent au centre de la campagne présidentielle. Qu'est-ce que je dois leur envoyer quoi, un petit smiley? Merci beaucoup. Je suis à Lyon, j'organise le lancement de ma campagne présidentielle à Lyon. Mélenchon se précipite, Macron se précipite, manque plus que Fillon. Et puis pourront faire une petite fiesta ensemble. D'autant que M. Fillon a annoncé qu'il prendrait bien M. Macron dans son gouvernement. Donc permettez-moi de vous dire qu'encore une fois,
le débat gauche-droite vient de prendre une méchante claque dans la figure et qu'on est donc bien là au centre de ce que je dis depuis des années, à savoir, en réalité, c'est le débat des patriotes contre les mondialistes. Et chez les mondialistes, il y a des gens qui peuvent parfaitement gouverner ensemble. Et Fillon et Macron en font partie, comme Fillon vient de l'avouer. Il nous reste 2 minutes, 2 questions. Deux questions. Donald Trump, Oui, Frédéric Dumoulin. On vous a pas beaucoup entendu sur ce décret pris par Donald Trump qui suspend pendant 3 mois l'entrée sur le sol américain des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Ça a créé un fort tollé à l'intérieur des États-Unis, mais aussi à l'extérieur. Vous en pensez quoi? Mais je pense que M. Trump respecte ses promesses de campagne. Est-ce que vous le feriez à sa place Non, mais en France? non, mais moi je Ou pas, si n'adapte vous pas étiez- la politique de la France aux intérêts américains. Ça, c'est les autres, ça. Moi, j'adapte la politique de la France aux intérêts de la France. Voilà, c'est ma seule boussole, les intérêts de la France. Mais en revanche, je ne dénie pas le droit à M. Trump d'appliquer les promesses de campagne sur lesquelles il a été élu. Je pense que ça fait de lui un peu une exception. C'est peut-être pour ça que tout le monde tombe de sa chaise. Mais il le fait pour des raisons de sécurité. Je suppose que cette liste a été établie par les services de renseignement américains qui disent s'il y a des terroristes qui souhaiteraient s'infiltrer pour venir commettre un attentat terroriste aux États-Unis, il viendrait probablement de ces 6 pays-là. Mais pardon, mais je trouve quand même l'indignation un peu à géométrie variable. Parce qu'il me semble qu'il y a 15 pays musulmans dans le monde qui interdisent l'entrée des Israéliens sur leur territoire. Et ça, c'est pas pour 3 mois, c'est ad vitam aeternam. Et c'est pas fondé sur un problème de sécurité, c'est fondé uniquement sur la nationalité et sur la religion. Et ça n'a l'air de scandaliser absolument personne. Alors, je pense qu'il y a là, je veux dire, un peu une volonté de chercher à critiquer par tous les moyens. Moi, il a été élu sur ses promesses, il les applique. Bah, écoutez, je vois pas en quoi on peut le critiquer de cela. On n'a pas très bien compris d'ailleurs quel était l'objectif, le but du voyage de votre numéro 3, Nicolas B, en Israël. Bah, c'est tout à fait normal quand même qu'un haut dirigeant du Front National entretienne des relations avec un pays comme Israël, qui est un pays important. Le gouvernement israélien dit qu'il n'a aucun contact officiel avec le Front National, alors que votre numéro 3 était là-bas. Bah, ça, il faut leur demander à eux, si vous voulez. Vous tentez, vous, de recréer une relation? Non, mais je pense je suppose qu'ils ont subi quand même un certain nombre de pressions. Bon, on n'imagine pas qu'Israël, qui est un pays aussi contrôlé, aussi sérieux en matière de sécurité et de renseignement, puisse laisser le secrétaire général du Front National rencontrer le ministre de la Santé sans que personne ne le sache. Bon, ça, évidemment, ça n'a pas de sens. Mais c'est important de créer des relations. C'est d'ailleurs pour gommer l'image de votre père en Israël. Il y a ça dans cette volonté que vous avez d'envoyer des émissaires là-bas en ce moment? Moi, je pense qu'effectivement, il y a des malentendus très lourds qui ont existé et qui n'ont aucune raison de perdurer. Pour une raison simple, je veux dire. Pour une raison simple. Et s'il y avait qu'une raison, ce serait celle-là. C'est que Israël et la France ont une chose en commun, c'est la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et ça, c'est vrai aussi avec la Russie, c'est vrai aussi avec les États-Unis de Donald Trump. Et donc, cette lutte contre un mal aussi important doit pousser toutes les nations qui sont de bonne foi à se mettre ensemble pour la combattre. La fin de Question d'Info. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine.